Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Chill Chat, l'émission de Pod Culture où on se pose et on cause avec une personne qui navigue dans les eaux de la pop culture, que cette personne soit un créateur ou une créatrice, artiste ou encore prescripteur ou prescriptrice. Pour ce troisième épisode, j'ai eu le plaisir de discuter avec Franck Manguin, auteur et dessinateur dont la première bande dessinée Ama, le souffle des femmes est parue aux éditions Sarbacane le 21 mai 2020, une BD qu'il a écrite et qui a été dessinée par l'illustratrice Cécile Beck et qui nous emmène au Japon des années 60 dans le sillage de ces femmes de la mer qui font de la pêche sous-marine en apnée. Durant cette conversation, Franck va nous parler de la création de sa BD et de sa réception auprès des publics. Et pour être tout à fait transparent, en plus d'être un excellent auteur de bande dessinée, Franck est également un excellent ami. C'est donc un double plaisir pour moi de vous présenter ce chill chat. Bon épisode. Bonjour Franck. Salut. Bon, alors, je suis bien content de t'avoir dans Chill Chat. Comme je l'ai dit dans l'intro, en plus que tu sois un auteur d'une BD que j'ai beaucoup aimé, tu es aussi un ami. Donc voilà, c'est un Chill Chat un peu particulier. Mais on va pas parler forcément de ça, on va parler de ta BD. Et avant de rentrer dans cette BD-là, donc vous pouvez retrouver la chronique, la superbe chronique sur Podculture d'ailleurs, parce que ça a beaucoup plu à Reblis et Ontia qui ont chroniqué la BD. Avant de parler quand même de la BD, on va parler un petit peu de toi, enfin c'est toi si tu as envie, tu vas parler un petit peu de toi, t'expliquer un peu qui tu es, et puis quel a été un peu ton parcours dans comment tu es arrivé, pas forcément à faire la BD, ça rentrera plus tard, mais ce que tu fais un peu autour de la BD. Ouais, ça marche. C'est un peu là où on s'est rencontrés là. Donc moi je travaille, je suis bibliothécaire au Pays Basque. Donc je fais ça en plus de la bande dessinée. Mais avant ça, du coup, j'ai fait des études de japonais. Donc j'ai une licence en japonais et j'ai fait des études d'art également. Et ce qui m'a permis d'aller au Japon, de faire pas mal d'allers-retours. J'ai vécu en tout 2 ans et demi, 3 ans en fait. Et c'est comme ça que je suis tombé un peu sur le sujet de la bande dessinée. Parallèlement à ça, du coup, ma femme est japonaise et elle vit dans la région en fait où se passe l'intrigue de l'histoire, ce qui n'est pas anodin, puisqu'en fait, j'ai découvert en cherchant des livres sur les hamas, donc dont on parlera un peu plus tard, j'ai vu un fief des hamas, entre guillemets, un peu traditionnel, se situait dans la région de Kanazawa, d'où est originaire ma femme. Donc l'idée c'était d'aller voir aussi sur place comment ça se passait. Et c'est vrai que c'était plus facile en étant marié à quelqu'un qui vient de là-bas, quoi. Et donc voilà. Donc, comme j'ai fait des études de japonais, je parle japonais et ça m'a permis aussi de trouver pas mal de documentation là-dessus. Et une fois que j'avais eu toute cette documentation, une fois que j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose à dire, c'est là où j'ai commencé à écrire l'histoire et à démarcher des éditeurs en fait. Alors justement, avant de parler justement de tout cet aspect recherche, d'écriture de l'histoire, donc t'es auteur de BD, donc dessinateur aussi. Justement, avant de parler justement de Hama et de cette création-réalisation-là, tu as fait des études dans l'art. Comment en fait t'as découvert ou tu t'es familiarisé, t'as aimé en fait le fait de dessiner, enfin de raconter des histoires à travers le dessin. Ça s'est lancé comment Ouais, en fait, depuis tout petit, c'est vrai que je dessine. Donc, en fait, au début, j'avais commencé à m'orienter vers un lycée, en fait, avec cette spécialité-là. En fait, comme j'étais en internat, enfin, j'étais pas hyper à l'aise, en fait, dans le lycée où j'étais. Donc, je me suis réorienté vers autre chose. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux langues, d'abord à l'anglais et après au japonais, mais sans lâcher le dessin en fait. Et au bout d'un moment, je me suis dit voilà, que d'une chose en entraînant une autre, beaucoup d'inspiration aussi de par le Japon qui venait, etc. Je me suis remis à recommencer à bien dessiner. Et je pense que j'ai vraiment commencé à me mettre à me dire bah, tiens, j'aimerais bien me lancer dans la BD, peut-être autour de 2011-2012 à vraiment voilà, m'entraîner tout seul en dessinant comment dire, d'après modèle, en me remettant vraiment sérieusement dessus, en apprenant tout seul un peu la grammaire de la BD. Et après, le dessin aussi, pour moi, c'est un peu, c'est une manière de m'exprimer, comment dire, de coucher en fait sur le papier plein d'inspirations qui vont m'arriver. Et comme tu le sais, je suis un grand fan de cinéma aussi, et pour moi, la BD, c'est un peu une manière de faire du cinéma
de manière assez, avec peu de moyens. Et donc du coup, voilà, j'aime bien la bande dessinée parce que ça me permet de- avec ma main, voilà, de dessiner des plans, de faire passer des émotions, etc., que je peux retrouver dans le cinéma. Et c'est voilà, c'est un peu grâce à tout ça que j'ai voulu m'y mettre plus sérieusement, en fait, à ces passions-là, en fait, entre guillemets, quoi. Ouais, tu parles justement de ton amour du cinéma. Je pense qu'on va en revenir après. Tu feras des références quand tu parleras de la BD. Il y a aussi quelque chose que j'avais noté dans le côté cinéma, c'est justement bon, il y a le côté de l'histoire, de la réalisation. Il y a aussi le côté des décors. Je sais que t'es très décor et surtout costume. Alors, les Hamas, on va en parler plus tard. Elles ont un costume qui est pour le coup assez léger. Mais je veux dire, tu as vraiment aussi un amour pour les costumes. Je me souviens quand tu parlais des fois de séries, en fait, même si la série n'était pas terrible, tu me disais, ouais, mais j'adore en fait comment ce personnage-là, en fait, le costume traduit en fait ce qu'il est, tout ça. C'est quelque chose aussi que tu aimes beaucoup d'aller regarder, d'aller chercher tout ce côté en fait esthétique qui traduit en fait la personnalité d'un personnage et c'est quelque chose après que tu essaies de retranscrire quand tu écris ou quand tu dessines en fait de vraiment trouver je sais que par exemple que tu étais fan de et j'ai perdu son nom pourtant elle est hyper connue tu sais celle qui a créé les costumes sur Dracula ou sur The Fall Ouais, qui est une japonaise d'ailleurs. ouais, c'est Ishioka ou Yoshioka, ouais, je me rappelle plus exactement, mais je suis assez fan de ça, ouais, de l'ambiance, tout ce qui est. En fait, quand j'étais petit, c'est vrai que c'était un monde qui m'intéressait aussi. Je me disais, ah bah tiens, j'aimerais bien faire des costumes, des designs. Je suivais un peu les gens qui faisaient les designs dans les films. À l'époque, dans les années 90-2000, il y avait pas mal de films, genre la Stargate ou des films un peu comme ça de science-fiction. Il y avait des designs super. Avec des trucs un peu robotiques, des choses qui bougeaient, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a toujours un peu fasciné. Et, euh, c'est vrai que là, dans Ramas, c'était très important de me caler, enfin d'être proche aussi des vrais costumes. Donc pour le coup, les costumes qui sont enfin les tenues, je me suis renseigné donc dans des bouquins, etc. Mais elles sont vraiment celles de cette région-là, et dans d'autres régions, elles sont un peu différentes. Donc ça, c'était quelque chose auquel je m'attachais beaucoup. Et ouais, les designs, ouais, c'est important, et je pense que bah, ça rajoute de la consistance à l'histoire, de la, un réalisme en fait qui est important pour se plonger, je pense, dans le sujet. Mhm. Et ouais, c'est vrai que ça passe toujours. Enfin, j'ai un côté un peu obsessionnel sur les designs de personnages aussi. Il faut que voilà, ils me plaisent vraiment. Et des fois, je les refais là sur un projet sur lequel je suis en train de bosser. Je refais sans cesse le personnage principal pour qu'il soit vraiment comme je voudrais. Mais bon, au bout d'un moment, il faut pouvoir avancer, quoi. Donc il faut quand même se décider. Mais ouais, c'est assez important. Ouais, bon, sinon tu feras comme George Lucas, tu reprendras ta BD, et les BD que tu auras fait, et en fait 10 ans plus tard tu feras des special editions et tu Ouais, modifieras voilà, des c'est ça, trucs et tu. avec des préquels et tout ça, mais bon. Ça Mais peut ouais, être c'est vrai sympa. que c'était assez important pour cette BD, et du coup, mais bon, là, comme j'ai bossé avec donc Cécile Beck, la dessinatrice, et, moi, je lui ai donné des orientations un peu sur les costumes, je lui ai passé des bouquins, etc. Et après, c'était à elle quand même de s'approprier la chose, et elle m'a montré des choses, et enfin des dessins, des essais de personnages, et ça m'a plu, quoi. Mais du coup, pour le coup, elle, c'était plus son processus graphique à elle sur cette BD-là. Ouais. Mais ouais. Mais d'accord, mais justement on va parler un peu de Hama, expliquer ce que c'est. Alors tu veux faire le résumé ou tu veux que je m'y colle? C'est quand même ton œuvre. Ben, ouais, je peux en parler vite fait. En fait, donc c'est le hama, donc comme son nom l'indique, ça parle des hamas. Donc qu'est-ce que c'est que les hamas? C'est des plongeuses en fait. Donc hama, ça veut dire femme de la mer en japonais. C'est en fait des plongeuses qui vont donc aller ramasser des coquillages, où elles vont plonger en apnée pour plusieurs raisons d'ailleurs, voilà, pour s'adapter à la nature en fait, pour pas justement pour se mettre à échelle humaine par rapport à une proie en fait qui est le coquillage. Et c'est une tradition qui existe depuis voilà, des centaines d'années. Il y a les hamas apparaissent dans des textes du Moyen Âge au Japon. On a retrouvé aussi des outils qui sont qui étaient faits à partir d'ossements ou de cornes d'animaux qui datent de la préhistoire. Enfin, c'est quelque chose qui remonte à extrêmement longtemps. Et l'idée, c'était de m'intéresser à la disparition, entre guillemets, enfin, du moins le déclin de cette tradition-là à partir des années 60, sans vraiment comment dire, donner une cause
principal, parce qu'il y a plusieurs choses, à mon avis, qui ont joué, qui ont pesé dans la balance. Mais du coup, en disant que bah, avec la modernité, il y a des sortes de freins qui sont arrivés en fait pour venir contrecarrer cette T'as tradition. un caméo d'une mouche, c'est génial. Ouais, c'est assez. Je sais pas ce que j'essaie de la faire Non, mais fuir depuis tu tout à sais l'heure. Mais... qu'en fait, quand on avait fait Cissy Jones, il y avait son chat qui était venu. Bon, ben toi, ça sera une Ouais, mais mouche. c'est plus mignon un chat quand même qu'une mouche, une vieille mouche là, Bah enfin, qui écoute, est c'est. plusieurs. Non, mais Enfin en fait, bref. c'est les effets spéciaux, tu vois. En fait, on va dire, je vais demander au mec qui a effacé la moustache de Cavill sur Justice League s'il peut Ah effacer la voilà. mouche. Mais là, c'est pour mon prochain projet justement, c'est un truc sur les mouches et Ah, mais voilà, c'est je c'est pour ça. m'étudie en fait. Non, c'est pas vrai. Je vis avec les mouches et tout ça. C'est Jeff Goldblum, en fait. C'est ça, en fait, je m'adapte. C'est de l'acteur studio, en fait, je me mets vraiment dans leur monde à eux, à ces mouches-là. Enfin T'es le bref, Christian Bale de la BD. c'est ça. Tu vas gueuler après la lumière bientôt. Putain, pas dans ma gueule. Bon, on va revenir quand même sur ce que tu disais. Donc, effectivement, il y a une recherche. Donc, Ama, grosso modo, bon, l'histoire, sans non plus trop en dévoiler, enfin, c'est toi qui verras ce que tu vas en dévoiler, mais c'est quand même une BD récente, puisqu'elle va bientôt fêter ses 1 an, puisqu'elle est sortie le 21 mai Ah ouais, dernier. c'est vrai, ouais. Et ouais, Ouais. donc prépare-toi, hein, Ah ouais, presque un an, ouais. prépare ton costume, ton habit de lumière. Ouais, ouais. Et donc, ouais, donc ça se passe, en fait, tu as dit, alors, ça s'étend sur plusieurs périodes, mais ça commence à Ouais, l'été 62, je crois. Et donc, on suit une jeune femme, Nagisa, qui arrive dans l'île d'Egura. On tu nous expliquera après où se trouve Egura. Je crois que c'est pas dans le sud du Japon, c'est vers un peu le milieu ou le c'est nord, le non? nord-ouest. Ouais, Nord-ouest. ouais. Et, euh, et donc elle arrive et donc pour être donc elle va être formée à être Ama, donc elle rencontre en fait la personne qui va être son mentor, qui s'appelle Izoe et qui est mariée avec son Tomoe. Tu vas expliquer aussi ce que c'est le Tomoe, hein, qui dirige la barque. Donc voilà, donc on va la suivre un petit peu donc sur une plus longue période. Et comme tu dis, il y a ce qui a été frappant, et tu vas me dire, je pense que c'est une volonté, c'est ce côté justement de raconter une histoire mais de rester fidèle. Enfin, c'est pas, je vais pas dire que c'est du docu-fiction, mais il y a un aspect quand même documenté qui se traduit bien, sans être non plus trop scolaire. C'est bien dilué dans l'histoire. Mais ça, justement, comme tu l'as dit, c'était quelque chose que tu voulais vraiment, justement, d'avoir ce côté de la fiction, mais d'avoir vraiment ce côté de rendre compte, en fait, d'une réalité de l'époque qui évolue au fil du temps. Et surtout, d'avoir ce mélange, en fait, de traditionnel avec la modernité qui arrive. Je sais pas si c'est un truc que tu as consciemment ou pas, tu vas me le dire, mais j'ai l'impression que tu as vraiment une grosse soif en fait de montrer en fait aussi l'évolution et les flux en fait entre les populations, entre les cultures et tout ça. C'est vraiment quelque chose que tu avais vraiment envie de traduire quand tu as écrit la BD. Bah, en fait, au tout début, pour tout te dire, moi, quand j'ai présenté le dossier, je voulais faire un truc presque documentaire. En fait, j'avais montré, enfin, j'avais même dessiné voilà, les outils, enfin, pour montrer voilà, que c'était quelque chose d'assez. Enfin, il y avait, pour moi, ce qui m'intéressait au début là-dedans, c'était le côté un peu de la recherche un peu folkloriste, puis tout ce qui était un peu, on en parlait tout à l'heure, mais les outils, enfin, tout ça, toute cette mythologie, toute cette esthétique qui me plaisait. Donc, je voulais vraiment rendre compte de ça, mais de manière le plus directe possible. Et après, du coup, en discutant avec l'éditeur, il disait que voilà, l'idée c'était, enfin, dans une bande dessinée, ce côté-là, ça pouvait être rébarbatif, un peu justement comme tu disais scolaire, ça pouvait un peu dérouter les gens. Donc c'est là où je suis arrivé avec une idée de trame scénaristique, plus poussée dans le sens où plus orientée vers la fiction. Et ça, je me suis beaucoup inspiré inconsciemment en fait de ma propre histoire parce que je suis né en Corse en fait, donc voilà, qui est un peu, enfin, plus grand que Hegula, mais qui a quand même ce côté euh, Insulaire. île isolée, insulaire, voilà, mais plutôt le côté un peu isolé par rapport à ce qu'on appelle le continent. Même au Japon aussi, ceux qui sont sur les petites îles comme ça, ils appellent l'île principale le continent. Il y a, il y a quand même un regard de défiance par rapport à au pays voilà, qui chapeaute ces petites îles-là. Et ce que j'ai pu vivre d'ailleurs à Okinawa, parce que j'ai vécu 1 an aussi à Okinawa, et c'était un peu une île où il y avait beaucoup d'indépendantistes. Voilà, et je trouvais ce discours intéressant. Et donc je me suis inspiré de ma propre histoire, qui suis parti de Corse, donc qui ne suis jamais retourné, enfin, sauf beaucoup plus tard en étant adulte. Et revenir un peu aller voir la famille dont j'avais beaucoup entendu parler mais que j'avais jamais rencontré. Enfin, ça c'est quelque chose que dans la BD en fait le personnage principal peut vivre. Et,
Donc c'est là où ouais, ce côté fictionnel en fait, c'est vraiment inspiré voilà, de ressentis que j'ai pu avoir vis-à-vis des familles, voilà, qui s'éloignent et puis qui reviennent avec tout ce que ça implique de pourquoi t'es parti, pourquoi t'es revenu, etc. Enfin, ce questionnement-là, c'est quelque chose qui est assez présent chez moi et dans mon entourage. Donc du coup. Voilà, j'ai voulu m'inspirer un peu de ça pour. J'essaie d'être, comment dire, de pas trop en dire, justement, de Oui, parler bah, du thème principal sans trop ben en oui, dire, oui, voilà, mais. parce que c'est vrai qu'il y a des thématiques qui sont vraiment très intéressantes, mais effectivement, ça serait bien de, comme tu on le dit, la BD, elle a qu'un an et tout ça, donc ne peut-être pas trop spoiler pour les gens qui ont envie de le Ouais, découvrir, et parce qu'effectivement, et ça amènera encore plus de ça révélera la profondeur, et justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que il y a une manière de révéler la profondeur, mais sans jamais être dans le démonstratif. Après, je suppose, alors je connais pas suffisamment la culture japonaise, mais pour le coup, ça correspond aussi à la culture. Et comme tu disais, quand on parlait des costumes avec les différentes îles qui auraient des costumes et des habits, parce que les costumes, c'est pas non plus un déguisement, hein, mais différents. Justement, quand tu as fait les recherches, on va rentrer sur le côté recherche et plus documentaire, justement de bien coller à ces différentes. C'est comme voilà, si on prend des îles, les Corses en fait, c'est pas des Siciliens quoi. Et tu vois ouais, ouais. au Japon c'est pareil, je suppose qu'entre différents, comme tu dis, des hamas qui seront de Egura et des hamas, peut-être qu'il y a des hamas dans le sud du Japon, ça ne sera pas la même façon, peut-être de faire un petit peu, mais pas les mêmes coutumes et tout ça. Donc comment tu es rentré justement là-dedans? Et justement le côté de recherche et le côté de vérifier. Tu as été au Japon, donc je suppose que peut-être que tu as connu, avant de faire la BD, tu as connu ce coin-là. Comment ça s'est passé un petit peu parce que je suppose que c'est un truc que tu adores faire, enfin les recherches, pour ce truc-là, c'est quelque chose, je sais qu'on en discute sur d'autres projets dont on ne parlera pas, mais c'est quelque chose que tu aimes beaucoup faire, ça, ce travail préparatoire. Comment il s'est fait en fait, il s'est développé Bah, en fait, au début, je suis tombé un peu par hasard. Enfin, je voyais pas mal de photos sur Internet de hamas, des articles comme ça qui traînaient. Et du coup, voilà, ça commençait à m'intéresser. Et, euh, et après, donc, je suis tombé sur un bouquin, justement. Enfin, j'ai acheté un bouquin au Japon sur ce thème-là. Et ce bouquin-là, en fait, se passait sur l'île donc de Hegula. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était vraiment pas très loin de là où habitait ma femme. Donc je me dis, bah, enfin, c'est pas si c'est un signe ou quoi, mais je me dis, bah, il faut que j'aille voir, quoi. Et en fait, dans ce bouquin-là, ce qui était super cool, c'était que tout était vraiment très documenté, les outils. Donc en fait, c'est un photographe sous-marin en fait, qui a fait ce bouquin-là et qui est très aussi obsessionnel dans le sens où il a vraiment cartographié tous les lieux, les objets selon les régions, etc. Et donc là-dessus, c'était vraiment, enfin, je me suis vraiment inspiré de ça de- voilà, pour être sûr que ce soit les objets de cette île-là. Et après, je voulais aussi coller, enfin, je voulais que l'esthétique aussi me plaise, etc. Donc, je me suis vraiment approprié aussi un peu cette esthétique-là. Et bon, j'ai triché sur certains trucs, mais tout en essayant quand même de le justifier. Mais par exemple, j'aime beaucoup l'imagerie Hama. En fait, il y a notamment des sortes de petits gris-gris qui existent en fait. Enfin, les Hamas dessinent en fait des étoiles, enfin des pentagrammes et puis des grillages en fait sur leurs habits pour faire fuir en fait les mauvais esprits ou alors enfin le pentagramme en fait ça veut dire comme c'est un dessin qui se fait en un seul trait c'est pour prier que la hama puisse partir en mer et revenir au point de départ sans encombre et je voulais garder ce pentagramme là, je trouve ça intéressant et ça ce pentagramme là il n'est pas vraiment utilisé à Hegula. Il est utilisé dans la région de Mie en fait et donc où on va à la fin du bouquin. Mais du coup, je voulais utiliser cette petite image-là aussi pour lui donner un sens aussi dans la BD. Et donc là, c'est dans l'écriture du scénario où j'ai un peu essayé comment dire, de tricoter pour que je puisse intégrer cet objet-là, on va dire, enfin ce dessin-là. Mais donc voilà, je me suis, voilà, c'est dans ce sens-là où je me suis adapté à l'esthétique et lui donner un sens. Lui donner un sens, c'était vraiment ce qui me paraissait le plus important. Et pour rejoindre ce que tu disais par rapport aux recherches, etc., il ne faut pas que ce soit une recherche vaine, il faut que ça donne un sens et que ça apporte quelque chose
à l'ensemble, quoi. Oui, il faut que ça nourrisse en fait et que ce soit pas juste un détail pour faire style. J'ai placé le. Vous avez Ouais, vu, voilà, c'est ça, tu sais, ouais. avec le gros plan sur le truc pour bien mettre. Vous avez vu, Ouais, hein, non, j'ai. c'est ça, ouais, Non, l'idée c'était mais quand même de lui donner un sens, mais je me suis aussi en ce sens-là inspiré d'imagerie de films de l'époque, voilà, le personnage principal aussi, voilà, je me suis inspiré, il peut ressembler un peu à des, au début en tout cas de l'histoire, à des personnages qui sont dans les films de Ozu, il y a un film qui s'appelle Blue Sky Maiden, où il y a le personnage principal en fait. Elle fait un peu oie blanche et du coup je me suis inspiré d'elle pas mal quoi. Le Golo là, donc le Tomae dont on parlera un peu plus tard, mais donc le mari de la grande ama de l'île. Je me suis un peu inspiré aussi des acteurs à la Takako Ken ou les acteurs un peu comme ça des années 60 japonais quoi. Donc là aussi l'idée c'était d'être cohérent mais en même temps voilà, de coller à mes goûts aussi, quoi, qui est quand même quelque chose ouais, et qui puis de soit. faire appel à une imagerie qui parle, je pense peut-être aussi à tout un chacun, parce que le but aussi c'est d'arriver à intégrer le plus grand nombre de personnes. Et c'est vrai que au niveau, comme tu dis, au niveau des acteurs et tout ça, c'est vrai que quand on voit des films là, ou même des affiches, on n'a pas vu forcément les films, c'est vrai qu'il y a des têtes, ça ressemble à des têtes de cinéma, ou c'est vrai que comme tu dis, le Tomoe, c'est vrai que c'est, voilà, t'as l'impression, tu sais, ça parle de suite, tu dis, ah oui, effectivement, il a la tête de l'emploi, alors que c'est pas qu'il a la tête de l'emploi, mais ça parle à ça. Et d'ailleurs, dans le côté d'imagerie, ce qui est très intéressant aussi, c'est que il y a des coutumes, en fait, tu arrives à intégrer des coutumes, à expliquer les coutumes, mais sans que ça soit trop didactique. Il y a des notes de temps en temps, mais c'est pas énormément, que ce soit par rapport au tengu, par rapport à certaines cérémonies qu'ils font, mais justement, tu arrives toujours à le mettre, à le diluer, en fait. Et ça a été quelque chose une difficulté, justement, de pouvoir arriver à mettre ce que tu avais envie de raconter au niveau de la vie, des coutumes, des cultures, sans justement tomber dans un côté didactique qui nuirait, en fait, au fil narratif. Bah, ça a été difficile dans le sens où au début, je voulais même en mettre beaucoup plus, parce que je trouvais le sujet tellement intéressant, il y avait tellement de choses à dire, que je voulais même intégrer un chapitre avec une légende Hama qui se passait enfin, je sais plus si c'était à l'époque de la Renaissance ou quoi, mais donc du coup, je me perdais un peu dans plein de trucs et l'éditeur m'a un peu recentré sur l'histoire principale. Mais par contre, là où c'était intéressant, enfin pour moi de parler de cette tradition, c'était pour leur donner une symbolique en fait, parce que euh, en fait par exemple quand dans l'histoire il y a un moment où Nagisa se rend sur une île pour rencontrer un Tomae et donc ils sont déguisés comme enfin, avec des masques et tout ça comme selon une cérémonie en fait qui existe à Kanazawa et l'idée c'était que elle soit symbolique cette cérémonie en fait il y a le côté un peu justement folklorique où on explique un peu comment dire en didascalie, enfin en astérisque un peu ce que ça veut dire. Mais pour moi, le fait que le personnage soit masqué, qu'il arrive comme ça euh, en dansant, etc. En fait, ça dit quelque chose de ce qui va se passer après, en fait. Et alors, peut-être qu'il n'y a que moi qui peut le comprendre, mais je pense pas. Enfin, je pense que justement, inconsciemment, en plaçant des petits éléments comme ça, on se rend compte que voilà, le personnage, il a sympathique comme ça, mais il a un masque, donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer après? Donc ça amène un petit suspense un peu diffus comme ça, et pour moi, donc du coup, l'idée c'était voilà, d'intégrer ces histoires de tradition, mais en y ajoutant une, une puissance, enfin un- une gravité en fait narrative derrière quoi. Et, à chaque fois qu'il y a un festival, en tout cas dans la bande dessinée, elle veut dire quelque chose pour les personnages en fait et elle fait écho à un sentiment intérieur du personnage en fait, enfin, des personnages je dirais. Oui, c'est pas juste illustratif, décoratif en fait. C'est Ouais, je pense que si plus, enfin, en la lisant ou en la relisant, on peut se rendre compte que du coup, notamment dans le festival où comment dire, Isoe essaie d'apprendre à Nagisa comment construire des petits bateaux, lui expliquer l'importance du festival et le fait que Nagisa veuille aller jouer, soit un peu, comment dire, curieuse d'aller voir comment ça se passe, etc. Ça montre qu'elles n'ont pas la même vision des choses en fait. Et ça on le verra aussi par la suite.
ça va se refléter sur leur choix en fait. Donc il y a quelque chose de, voilà, de diffus qui amène à un dénouement en fait. Ouais, effectivement. Et justement, quand tu parles, on a parlé de l'écriture de la BD, chose donc qu'il faut dire. Donc toi, c'est vrai que t'es auteur, tu es dessinateur. La BD, pour le coup, elle a été dessinée donc par Cécile Beck, c'est sa première Ouais, BD. Alors elle est illustratrice, mais je crois que c'est sa première BD sur laquelle ouais. elle travaillait. Alors comment ça s'est passé, tout ça, si tu peux parler un petit peu, puisque à l'origine, donc bah, toi, je pense que tu voulais dessiner la BD complètement. Ça s'est passé comment et comment justement on travaille comme ça? Finalement de partir tout seul et de devoir après être avec quelqu'un et justement vous contacte parce qu'en plus vous habitez pas au même endroit je suppose donc les réunions Ouais. tout ça comment ça s'est passé en fait le travail alors tu as parlé un petit peu tout à l'heure que tu lui expliquais tu lui montrais quelques dessins après il y a son appropriation à elle et donc cette alchimie tout ça qui s'est faite parce que finalement l'alchimie quand on voit la BD a bien fonctionné même très bien et très belle donc comment ça s'est passé un petit peu tout ça cette espèce de collaboration et de voir en fait ton histoire donc justement sous un autre jour en fait d'un point de vue pour le coup plus visuel. Ouais, ouais, c'est vrai qu'au début, voilà, j'étais allé tout seul avec mon projet, démarcher les éditeurs. Et donc au début, je devais faire le dessin et j'ai pas réussi en fait à tenir le rythme, on va dire, avec mon travail à côté. Et j'avais pas, je pense, la méthodologie parce que comme je me suis un peu formé moi-même, voilà, je pense que j'étais pas prêt peut-être pour tenir un projet comme ça tout seul. Mais ça m'a servi de leçon et j'espère pouvoir y arriver dans un prochain projet. Et donc, du coup, voyant que voilà, je ne pouvais pas tenir les délais, avec l'éditeur, on a décidé de faire appel à quelqu'un qui pouvait donc dessiner tout ça. Euh, et donc, moi, en fait, j'avais fait le scénario, mais j'avais fait aussi le storyboard entier de la bande dessinée. Donc, il y avait toute la matière de base, on va dire. Et à partir de là, donc du coup, Cécile elle a envoyé, c'était un peu un hasard, mais qui était plutôt heureux. Elle avait envoyé des dessins, donc elle est à la base plus illustratrice jeunesse, mais elle avait envoyé des dessins plus adultes à l'éditeur Sarbacane, donc du coup, en lui disant voilà, est-ce que vous n'auriez pas un projet pour moi? Et donc du coup, pile à ce moment-là, il y avait mon scénario. Et donc c'était donc à ce moment-là, donc l'éditeur et puis Cécile m'ont envoyé des dessins. Elle a fait des essais de pages, etc. Donc ça m'a plu. Et c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc, on s'est rencontrés une fois. Et après, on a plutôt communiqué par mail, en fait, ou par téléphone, très occasionnellement, mais du coup, plutôt par mail. Et donc, elle a voulu, à raison d'ailleurs, se réapproprier le storyboard. Je pense qu'elle a gardé les bases, mais sur certaines planches, il fallait vraiment qu'elle se le réapproprie. Parce que moi, du coup, c'est vrai que j'avais fait le storyboard vraiment dans ma propre vision à moi, sachant qu'avec telle case, j'allais pouvoir faire tel truc, etc. Mais c'était ma vision à moi, il fallait qu'elle se réapproprie. Donc elle a redessiné certaines planches de storyboard, elle s'est réadaptée voilà, à sa manière. Et du coup, moi j'ai plus été un apport technique en fait en lui donnant des conseils sur comme, pareil les costumes, tel personnage, comment je voyais son caractère, etc. Mais après j'ai essayé de ne pas être trop présent non plus dans être tout le temps derrière elle, etc. Parce que l'idée c'était quand même qu'elle puisse s'exprimer aussi à sa manière. Et puis elle aussi, elle avait une vision de l'histoire. Elle a apporté aussi. Enfin, je pense qu'elle a vraiment compris l'histoire, ce qui était plutôt intéressant parce que. euh, Enfin, elle l'a compris à ma manière, je veux dire, parce que les personnages, quand je les ai vus après, ils étaient assez proches de comment je les imaginais. Donc, elle a compris vraiment l'idée générale. C'est elle qui a trouvé le sous-titre aussi, donc, parce que la BD s'appelle Ama, le souffle des femmes. Donc, je trouve que c'est assez symbolique dans le sens où, enfin, moi, je trouve ce sous-titre très beau. Il parle beaucoup de ce que je voulais dire dans la bande dessinée. Or, je me suis pas, enfin, on s'est pas concerté pour qu'elle trouve ce sous-titre-là. Elle a trouvé d'elle-même, donc ce qui montre qu'elle a vraiment compris. Enfin, qu'on s'est compris sans trop discuter, sans trop que j'ai à forcer en fait une explication. Donc ça c'était super intéressant. Et donc voilà, la collaboration s'est passée comme ça. Et puis ouais, on s'est bien entendu. Euh, Là, il se trouve qu'on a du coup, depuis que la BD est sortie,
on a fait des dédicaces ensemble, on est allé voir, on allait travailler, enfin comment dire, intervenir dans des lycées, etc. Et ça m'a confirmé, Mais enfin tu on fais bien s'entend d'en bien parler, je vais te et couper de suite parce que justement c'était ouais. ça dont je voulais te parler maintenant, hein. Non mais parce que justement on parlait de la BD, comment tu l'as créée, alors on va pas rentrer dans la BD pour pas la spoiler, on va parler justement de Mhm. la sortie et de ce qu'il y a après, donc qui est arrivé dans une période qui était en plus pas évidente, mais quand même il y a eu quand même pas mal de choses à en dire, puisque effectivement vous avez fait des choses, c'est passé des trucs. J'avais juste envie de dire, effectivement quelque part le fait que tu l'aies dirigé mais sans trop diriger, t'es un peu le Tomoe de Cécile en fait. Le qui tu dis, c'est qui C'est ça? Le Tamoe c'est ça? Tamoe qu'on dit? Ah, le Thomas, ouais, Le pardon, ouais, Tomae, t'es un peu le pardon, Tomae en ouais, fait. ouais, après, ouais, je pense que. Non, non, mais c'était Un pour peu, faire. mais dans le sens où, ouais, je suis plus. Bah, c'est possible, ouais, où j'étais en. Parce que dans la BD, je montre un peu. Je suis pas tendre non plus avec les hommes dans la bande dessinée, mais du coup, dans le sens où, ouais, il est un peu en retrait. Il y a ça aussi, ouais, en le dirigeant un peu, mais c'est vrai que pour le coup, au niveau du dessin, c'est vraiment elle qui s'est approprié le truc. Donc c'est vrai que, ouais, il y a un côté un peu. Oui, on peut dire Non, ça. mais Après, je c'était sais pas pour si faire ça le te fera malin. Non, mais plaisir, mais. non, mais tu sais, tu peux me dire que c'était nul ma réflexion. Non, non, mais Euh, il y a de ça. Après, c'est juste, je pense que ça lui, enfin, je sais pas, ça lui fera plaisir, peut-être. Faudrait Non, lui non, demander. non, mais c'était. Non, non, mais En je tout rigole. cas, l'alchimie a super bien fonctionné. Et Mm. d'ailleurs, elle a très bien fonctionné, puisque justement, donc, la BD est sortie l'an dernier. Donc, bah ouais, ces périodes de confinement, déconfinement, reconfinement. Donc, c'était pas pratique Ouais, après pour faire des salons. Donc, je suppose que ça a été un peu. En plus, c'était votre première BD à tous les deux, quelque part. ouais, ouais, Donc c'était quelque ça chose doit pas être, ça de. doit être un peu particulier, mais quand même il y a eu je crois qu'elle a été réimprimée 3 fois. Vous avez eu quand même un Ouais, prix et non des moindres. Tu vas peut-être nous en parler. C'était l'occasion peut-être aussi après justement ben, de vous rencontrer, comme tu dis, avec ce prix-là et par les contacts, de faire aussi d'en parler justement dans les lycées tout ça, parce que vous avez un prix qui concerne justement la jeunesse. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment c'est passé? Parce que la BD quand même, enfin je veux dire, elle a bien fonctionné, j'ai l'impression et un peu d'un point de vue critique aussi. Enfin, comment s'est passé cette année qui était en plus une année déjà particulière et d'avoir tout ça en fait. bah, ouais, déjà, on avait peur parce que au début, la BD devait sortir en avril. Donc, elle a été décalée en mai. Et puis, ouais, on nageait un peu dans l'inconnu, quoi, sans mauvais jeu de mots. Mais, euh, mais du coup, on s'est. Je vais insérer des bruitages de tambour et tout comme ça, tu sais, hein. C'est Ah, le ok, même bruit. merci. Non, justement, avec Cécile, quand on faisait des interviews dans les lycées, on essaie de placer des petits jeux de mots en lien avec l'eau, la mer, tout. Enfin, bref, j'essaierai d'en replacer un. Ouais, ouais, non, c'est vrai que on avait un peu peur de ça parce que du coup, voilà, c'était une époque où on parlait de fermeture de librairie. C'était assez, enfin, comme vous le savez, c'était assez angoissant. Et puis à ce moment-là, il faut que notre BD elle sorte, quoi. Donc du coup, on s'inquiétait là-dessus. Et en fait, on était assez content parce que bah, après, c'est un gros travail de l'éditeur et on remercie encore, quoi. Mais ouais, la BD a plutôt trouvé un écho favorable assez rapidement les gens en ont parlé pas mal sur les réseaux sociaux, voilà, il y a eu les gens, enfin, même les libraires la sont assez appropriés assez facilement, etc. On a eu pas mal de bons retours. Euh, des coups de cœur, etc. Donc du coup, bah, c'était super cool. Et dans la presse aussi, la presse que ce soit spécialisée ou même, comment dire, dans des journaux, etc. On a un peu parlé de la BD également. Donc c'était super bien. Et ouais, on est plutôt content parce que en effet, dans une année comme ça, enfin, on aurait pu croire que ça allait pas du tout se vendre, etc. Et puis ça, comme tu dis, il y a eu plusieurs tirages. Et le couronnement de tout ça, ouais, c'était un peu le prix de la pépite BD du Salon de Montreuil, auquel on ne s'attendait pas forcément parce que, euh, enfin, bon, il y a eu ce prix, on a eu aussi quelques autres prix, parce que je crois qu'on en a eu 5 5 ou 6 en tout. Donc c'est plutôt cool. Mais voilà, celui de Montreuil est assez entre guillemets spécial, puisque voilà, bah, pour moi, en bossant aussi dans le milieu du livre, et puis même sans bosser dans le milieu du livre, c'est un prix assez connu, donc c'est assez prestigieux et tout ça. Et c'était surtout surprenant en fait dans le sens où on n'avait pas enfin, en écrivant l'histoire, je l'avais pas forcément orienté vers un public jeune, un public en l'occurrence pré-ado, ado. Et là, c'est vraiment, puisque le Salon de Montreuil, la particularité, c'est que c'est les jeunes qui élisent la BD. Là, c'est vraiment eux qui se l'ont approprié et qui l'ont élu
leur BD préférée, donc c'était plutôt super cool. Et ce côté-là, ce côté accessible aux ados euh, et voilà, qui fait écho à leur sensibilité, ben, on l'a retrouvé après, puisqu'on allait donc présenter la bande dessinée, notamment dans des lycées du Rhône-Alpes, dont on a gagné d'ailleurs le prix de la meilleure BD donc des apprentis, enfin, qui a été choisi par les apprentis et les lycéens de Rhône-Alpes. Et, et quand on discutait avec les lycéens dans les classes, ils ont vraiment accroché dans le sens où voilà, à ce parcours de femmes en fait qui évoluent, il y a un côté un peu justement passage à l'âge adulte, enfin, qui leur a parlé, je pense. Et ce qui était plutôt bien, et notamment, ils se sont pas arrêtés au fait qu'il y ait pas mal de nudité, forcément, dans la bande dessinée, puisque donc, les plongeuses nagent quasiment nues, en fait. Et donc, non, ça c'était super cool qu'il y ait cet accueil-là, quoi, parce que c'était quelque chose d'assez inattendu, même si voilà, c'était pas non plus, l'idée c'était pas de faire une BD vraiment de niche non plus, quoi. L'idée c'était quand même de toucher un peu le plus grand nombre de personnes possible, mais en l'occurrence, que ça ait touché en particulier les jeunes, c'était assez gratifiant. Et Ouais. d'ailleurs, ce qui est intéressant justement, parce qu'on a parlé, c'est vrai elles sont souvent, les damas, c'est vrai qu'sont peu vêtues, mais c'est normal, c'est expliqué. Et justement, comme tu dis, il y a pas mal de nudité, mais c'est pas une nudité obscène ni impudique en fait. Enfin, je trouve que c'est quand c'est une nudité qui est très, et c'est peut-être pour ça que ça marche bien, comment ça s'appelle, qui passe très bien en fait dans l'histoire. Et justement, parce que c'est vrai on n'est pas assez, pourtant c'est le sous-titre, hein, le souffle des femmes. Ce côté aussi donc euh, de décrire justement des personnages féminins et surtout on va dire c'est une sorte d'appropriation de son corps, de réappropriation de son corps. Enfin, c'est quelque chose ça c'est quelque chose auquel tu as vraiment voulu et tenu à mettre en place, ce fait justement euh, les femmes en fait sont jamais objectifiées dans la BD, au contraire, c'est même elles qui quelque part ont le pouvoir, on va dire, sur cette île-là. Et ça c'est quelque chose que tu avais vraiment envie de mettre en valeur et de sensibiliser, parce qu'il y a vraiment ce côté, ouais, appropriation du corps féminin, et qui fait aussi appropriation avec la nature, parce que c'est pareil, un truc qui est nourriciel, tout ça, c'est quelque chose que qui t'a travaillé vraiment, et c'est peut-être ça qui a fait écho aussi aux jeunes qui se posent des questions aussi sur comment être, comment s'approprier, parce qu'il y a un côté, comme tu dis, identitaire, et être soi en Ouais, fait. C'est quelque chose vraiment qui te ouais, travaille. ouais, c'est important pour moi parce que, bah, en fait, ce qui m'a motivé à faire l'histoire, l'une des raisons qui m'ont motivé à faire l'histoire, c'est que, en fait, il y ait cette sorte d'îlot, toujours sans mauvais jeu de mots, de matriarcat, en fait, qui existe au sein d'un Japon qui est, même moi pour y avoir vécu, et puis c'est l'image qu'ont beaucoup de gens, mais voilà, qui est très patriarcal, en fait. Et c'est de questionner comment ça se fait qu'il y ait pu avoir cette bulle-là, en fait, qui existe, enfin, qui a pu exister d'ailleurs pendant des centaines d'années, sans que ça remette en question quoi que ce soit. Et, euh, du coup, ça, pour moi, c'était assez. Oui, il y a beaucoup de féminisme, enfin, de féminisme chez ces femmes-là, même si c'est un féminisme qui dit pas son nom, puisque, à mon avis, elles sont. Enfin, je suis allé sur place, j'ai vu des hammams, même si j'étais un peu trop intimidé pour discuter avec elles directement, mais elles ne sont pas dans cette recherche comment dire, de, de se mettre au centre de la société, etc. Elles ne sont pas dans un féminisme revendicateur, en fait. Elles font juste leur travail. Si elles sont nues, c'est purement, enfin, de ce que j'ai pu ressentir, purement pratico-pratique. Mais elles incarnent un féminisme, je pense, notamment pour nous, pour les Occidentaux, pour les jeunes aussi, je pense. Et l'idée, c'était de parler un peu de ça, en fait, mais sans qu'elle soit non plus, enfin, sans qu'elle soit dans une revendication. C'était le piège un peu, parce que du coup, comme ça se passe dans les années 60 et que c'est aussi les premiers mouvements, enfin, pas les premiers mouvements, mais il y a des mouvements, comme on le sait, féministes à ce moment-là, et notamment aussi au Japon. L'idée, c'était d'aller, de faire, par exemple, de l'héroïne, une sorte voilà, d'héroïne du féminisme, je sais pas, qu'elle parte dans les grandes villes et puis enfin, je sais pas, qu'elle porte en étendard, voilà, c'est une sorte de revendication ou autre. Dans l'idée, c'était vraiment que ça reste quand même. Elles sont au courant, voilà, de ce qu'elles représentent. En même temps, c'est un féminisme qui est aussi bridé par les hommes, en fait, puisque dans la BD, on en parle un peu, mais du coup, tout n'est pas si rose que ça. Mais voilà, enfin, ça m'a marqué certaines
ça se retrouve dans les personnages masculins entre autres, mais voilà, le fait que du coup on peut croire que tout est rose, qu'elles sont maîtresses de leur destin, mais pas tout à fait. Et d'ailleurs, les traditions, dans certaines légendes dont on parle dans la bande dessinée, on se rend compte que bah, déjà la religion elle est très masculine, les rituels, etc., ils sont très tournés vers les hommes, même si alors que c'est les femmes qui sont quand même importante dans cette histoire-là. Donc tout ça, c'était mais cette hypocrisie entre guillemets, enfin j'appelle ça une hypocrisie, mais voilà ce côté très japonais, je trouve, de juguler un peu les choses, c'est quelque chose auquel je tenais et je voulais en parler. Ouais. Et ça m'a d'ailleurs été, enfin pas reproché, mais du coup quand on en parlait aux jeunes, eux ils étaient vraiment donc pris par cette histoire de Nagisa et ils trouvaient justement la fin qu'on va pas dire, mais qu'on va pas divulguer, mais un peu dommage quoi. Eux, ils étaient partis sur quelque chose de où justement Nagisa vaincrait, serait justement euh, Ouais, l'étendard. l'étendard entre guillemets et du coup ça, quand on a discuté avec eux on dit ah c'est dommage vous auriez pu faire une fin comme ça etc. Mais c'était cool d'avoir leur point de vue Bah mais ouais, mais c'est vraiment cool en plus que ça plaise comme ça, parce que comme tu dis, quand on raconte l'histoire au début, on pourrait se dire, comme tu dis, que c'est pas de niche, mais c'est vrai que c'est pas le sujet dont on entend le plus parler du tout, même quand on touche en fait à tout ce qui est le Japon et tout ça en BD. Et donc le fait que c'est touché comme ça, que ce côté qui part d'un îlot sur des traditions vraiment très précises, puisse amener à une sorte d'universalité et toucher bah, des jeunes étudiants qui sont dans le Rhône-Alpes et tout ça, c'est vrai que bah, déjà c'est super. Je pense que toi, comme tu dis, vous êtes super content et puis en plus, voilà, ça permet comment ça s'appelle, bah, de faire réfléchir aussi parce que c'est vrai que le Japon en plus, alors, pas pour beaucoup de personnes, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui attire. On a toujours cet inconscient collectif et puis on est aussi, on va dire, on marine dans les à cause de toi, je fais les mêmes. ah oui On c'est bien marine dans les, c'était mon but. non, mais tu sais, pas dans les clichés, mais dans on va dire, les archétypes, tout ça du Japon. Donc, le fait, en fait, quelque part, de montrer cette réalité-là, de ces années-là et tout ça, qui est moins perceptible, on va dire, dans les œuvres grand public que les Occidentaux, nous, on a. C'est vrai que c'est pas vraiment ça Ouais. qu'on va avoir et tout ça. Donc c'est pour ça que mais avoir un prix par des lycéens et tout ça, alors que c'est pas la cible, j'aime pas parler de cible et de public, mais c'est vrai que ça devait être assez fantastique. Et justement, le fait d'avoir eu tout ça, est-ce que toi, justement, c'est un truc qu'on a tous, je suppose, toutes et tous, les créateurs et créatrices, c'est le fait de voir ta BD, ton histoire, par les yeux d'autres personnes. Est-ce que est-ce que tu la revois différemment toi? Parce qu'il y a ce que tu as voulu faire, et tu le disais au début, tu dis que tu as voulu écrire des trucs, mais tu dis, je sais pas si les gens l'ont vu ou pas, et comment tu redécouvres en fait ta BD quand tu discutes avec les gens qui l'ont lu, parce que je suppose qu'il y a des différences, et est-ce que ça te fait prendre conscience de certaines choses, ou est-ce que tu vois des différences et que tu rigoles? Comment ça se passe un petit peu, ça t'accueille? Ouais, mais c'est super enrichissant parce que bah, du coup, ils voient forcément des choses que j'avais pas vues et je trouve ça cool parce que, comment dire, je me suis pas posé trop de questions en écrivant, mais je sais pas si, enfin, si ça m'aurait fait plaisir que les gens me disent, comment dire, ah bah tiens, ta BD, elle est comme ça, comme ça, comme ça, et que ça corresponde à ce que je pensais. Je trouve ça plus intéressant de voir quelle est sa propre vie et que les gens lui aient trouvé un sens qui leur correspond à eux, en fait. Et en l'occurrence, enfin voilà, autant les jeunes lycéens m'ont dit ça, mais j'ai discuté avec un libraire qui me disait, ah bah, enfin, qui m'avait décrit la BD avec sous un autre point de vue en disant ah bah oui c'est la fille qui voilà qui est partie et puis qui reste un peu dans les schémas de sa mère etc enfin sans trop en dire non plus mais du coup qu'il avait compris aussi tel que enfin différemment quoi et donc c'est marrant de voir justement les points de vue différents de chaque personne je pense que bah, ça montre voilà que le livre existe sans moi en fait et dans le sens où chacun il donne le sens qu'il veut et donc voilà, non, je trouve que c'était intéressant. C'était plutôt enrichissant, ouais, plutôt qu'autre chose.
le fait d'avoir des points de vue différents. Ce qui était super touchant, enfin, et c'était en même temps aussi très touchant parce que, notamment avec les lycéens ou autres, mais enfin, par exemple, quand on les entendait discuter, ils appelaient les personnages par leur nom, etc. Enfin, ça, c'était un truc bizarre parce que avant que la BD vive par elle-même et qu'elle sorte, c'était dans ma tête, quoi. Donc, du coup, ces noms-là, même le fait que la dessinatrice m'en parle ou autre, enfin, ces noms voilà, vivent par eux-mêmes, c'était assez touchant aussi. Ça m'a fait quelque chose, ouais. Bah, justement, maintenant que la BD vit par elle-même, toi justement, alors sans dévoiler tout ça, mais tu as dit un petit peu au tout début, tu étais sur d'autres projets, donc justement, comment ça va se passer, toi en fait tes projets, alors sans dire sur quoi tu bosses, mais visiblement tu as un truc, alors c'est pareil, tu as un travail de recherche, et comment ça se passe un petit peu là, parce que enfin, je suppose que tu continues à suivre la BD, parce que si j'ai bien compris, en plus elle va être traduite, alors je crois pas encore au Japon, mais dans d'autres langues, c'est ça? Ou pas encore? On a été rapprochés. Enfin, il y a des éditeurs qui étaient intéressés. Pour l'instant, c'est en stand-by. Ouais, on n'a pas trop eu de nouvelles depuis. Mais ouais, on aimerait bien. Ouais. On a essayé voilà, de postuler aussi à des prix internationaux ou ça pour voir si ça peut peut-être nous amener une visibilité comme ça internationale. Euh, mais ouais, voilà, donc du coup, voilà, le bouquin continue à vivre, et du coup, moi, c'est vrai que j'essaie de me concentrer aussi sur un autre projet en parallèle, même si du coup, j'essaie de faire en sorte voilà, de garder des leçons de cette histoire-là, et je suis content de pouvoir encore en parler, parce que enfin, on se l'était dit aussi avec l'éditeur ou Cécile aussi, mais c'est quand même un luxe, entre guillemets, de pouvoir parler d'une BD un an après sa sortie encore parce Hmm. que c'est pas donné à toutes les BD voilà, de marquer comme ça, entre guillemets. Enfin, mais en tout cas, voilà, en tout cas, je suis très content qu'il y ait encore des gens qui en parlent, enfin, même sur Instagram, des libraires ou comment dire, des chroniqueurs. Enfin, chaque semaine, presque, on a des gens qui disent ah, j'ai bien aimé cette BD ou autre. Donc, je trouve ça super cool, quoi. Mais et l'idée, c'est voilà, de pouvoir, tout en laissant un peu vivre comme ça, pas me concentrer trop sur cette BD pour pouvoir avancer et faire autre chose. Et donc là, l'idée, après, je reste un peu enfin, dans mon projet actuel, voilà, comme je me suis rendu compte un peu qu'il y avait des thèmes qui avaient émergé dans cette BD qui sont assez proches de moi et de ce que j'aime me raconter. Du coup, je garde quand même des thèmes un peu voilà, que j'ai pu utiliser et j'essaie de les utiliser différemment. Mais j'aime bien quand il y a une continuité quand même dans les projets sans que ça soit les mêmes, on va dire. Et donc, c'est tout le travail actuellement de se détacher un peu de cette BD tout en faisant autre chose, quoi. Et voilà. Ah non, mais de toute façon, je vais pas te torturer pour savoir de quoi faire. Moi, je sais, mais je ne le dirai pas, hein. Ça restera entre nous. Il n'y a pas de souci. Non, mais après, tu as raison. Après, les thématiques, alors c'est pour paraphraser Emal, je suis désolé pour lui, Kundera, qui disait dans un de ses bouquins qu'en général, euh, c'est ce qu'on écrit par la suite, c'est souvent des éternelles variations sur la première chose qu'on a écrite, alors plus ou moins bien faite, mais je veux dire, il y a toujours des thématiques forcément qui reviennent d'une manière ou d'une autre, donc Moi, c'est c'est un normal truc de. qui me parle, ça, ouais, beaucoup ça, parce que les réalisateurs, notamment, ou les auteurs que j'aime, ils sont toujours dans cette recherche, justement, de refaire. Enfin, pour moi, par exemple, Kubrick, qui est un de mes grands. Enfin, je suis un grand fan de Kubrick, entre autres, mais pour moi, il a toujours un peu refait le même film, même si c'est à chaque fois dans des univers différents. Pour moi, il y a toujours un peu les mêmes. J'ai l'impression à chaque projet, en fait, il essaie de faire mieux que le précédent sur la même thématique. Et ça, c'est ce que j'essaie de m'inculquer aussi, de me forcer à faire sur les projets. Et donc, ouais, non, ça c'est une phrase qui me parle bien, ouais, ce que tu veux Écoute, dire. bah, tu remercieras, tu enverras un mail sur Instagram, un message sur Instagram à Kundera, je sais même pas s'il a Instagram, non, non, mais c'est pour ça, ouais, c'est vrai que c'est un truc qui est super intéressant. Et donc, bah oui, bah donc, en tout cas, merci pour toutes ces infos. Je sais pas, alors avant de nous quitter, justement, parce que tu parlais d'Instagram, des réseaux, tout ça, si tu veux bah, dire un peu où c'est qu'on peut te trouver sur les réseaux pour te dire en fait qu'on a adoré ta BD, pas évidemment, parce qu'on a tous aimé ta BD, mais je veux dire, voilà, toi. De toute façon, je mettrai comme d'habitude les liens, hein, en fait, hein, ça sera disponible, mais n'hésite pas à faire ta petite promo. Si tu veux faire la promo de quelque chose que tu as aimé aussi, mais vas-y, en fait, c'est ton moment, hein.
C'est ton Ah rôle. oui, bah oui, enfin, j'utilise oui, Instagram, Facebook aussi, donc n'hésitez pas voilà, si, à venir me contacter là-dessus. Je te laisserai mettre les liens, ouais. Ouais, c'est avec plaisir que, enfin, souvent il y a pas mal de personnes, enfin, j'ai eu quelques personnes qui sont venues me donner leur avis et tout ça, on a pu en discuter, donc j'essaie d'être assez ouvert à ça, et au contraire, ça me fait plaisir de pouvoir discuter de ça. Et voilà, sur Instagram, là, je commence à mettre un peu des images de recherche sur mon prochain projet là, que j'ai pas encore présenté à mon éditeur ou autre. Mais voilà, je suis encore dans la phase de recherche là-dessus, et j'espère que je vais pouvoir avancer un peu vite là, et puis recommencer à faire ça, quoi. Non, c'est bien, comme ça ils vont pouvoir checker Instagram et faire un jeu de pistes pour savoir quel sera le prochain, Mm. la prochaine BD que tu vas En proposer. espérant que ça marche, et puis que ça soit, que je puisse être édité, et que je puisse me lancer là-dedans, hein. Bah écoute, pour citer un autre grand philosophe, Laurent Paganelli, qui est sur le terrain de foot, on te le souhaite. Si tu connais pas ce truc, c'est horrible. Bon, et d'ailleurs, il y a une vidéo où il dit justement, il dit on te le souhaite avec un fan dans la rue, et après il parle en japonais, il dit arigato gozaimasu, un truc comme ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire, avant il parlait Ah mieux bah. japonais que français, ce con. Et en plus, je balance des ordres, des grossièretés en plein live. Je fais n'importe quoi, Tu ça sent que pourras c'est la pas conclusion. le couper. Non, je couperai pas en fait. À chaque fois que je dis que je vais couper un truc, je le coupe pas. D'accord. Mais en tout cas, non, je te remercie beaucoup. Nous, comme d'habitude, sur Podculture, Merci à toi. vous allez pouvoir retrouver, vous pouvez nous suivre pareil sur les réseaux sociaux, vous avez tout en description, sur le Discord aussi, c'est vrai qu'on fait pas trop la promo du Discord, mais vous pouvez venir discuter avec nous sur le Discord. Voilà, on est très sympa, on est un peu saoulant par moment, mais de toute façon vous pouvez après muter le salon, donc il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc non, je te remercie beaucoup Franck d'avoir parlé de la BD. Donc une BD, donc je rappelle, qui s'appelle Ama le souffle des femmes plutôt, pas la souffle des femmes, le souffle des femmes. Et en fait, qui est sorti donc l'an dernier, qui va bientôt fêter. Quand la vidéo va paraître, ce sera la semaine prochaine probablement, ça aura fêté ses un an. Une BD donc vous pouvez vous trouver chez tous les bons libraires, enfin, chez tous les libraires d'ailleurs. Et surtout, donc vraiment une BD qui a beaucoup plu nous chez Podculture. J'avais dit aux chroniqueurs, chroniqueuses, mais si, allez-y, lisez-la, vous allez voir, vous allez adorer. Je voulais pas écrire moi la chronique de la BD, je voulais pas qu'en fait on dise que j'étais vendu, tu sais. Ou j'avais la flemme d'écrire la chronique, peut-être. Mais en tout cas, non, c'est une BD qui est vraiment, qui est vraiment, vraiment belle, qui mérite son succès, à mon avis. Et donc voilà, donc je te remercie, d'être venu discuter avec moi de cette BD-là, ce projet-là, d'avoir créé cette BD. Et puis écoute, je te dis à bientôt à titre personnellement. Et puis à tous celles et ceux qui ont regardé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir discuter avec nous si vous voulez. Et puis je vous remercie d'avoir été jusqu'à la fin. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.